Bonjour à tous, vous êtes donc sur le podcast Apothicaire. On va parler hépatite B. C'est notre troisième podcast. On a déjà fait une introduction aux IST, un podcast sur le VIH que je vous invite à écouter d'ailleurs. On avait introduit pas mal de concepts sur la différence MST-IST, sur le préservatif, sur toutes ces choses-là, donc je vous invite vraiment à l'écouter. Donc on va commencer avec l'hépatite B. Comment est-ce qu'on se contamine avec l'hépatite B? On va faire un rapide tour. Alors il me semble déjà que c'est un peu similaire il me semble que c'est un peu similaire au VIH, dans le sens où c'est contamination par le sang. Mais il me semble que c'est seulement limité au sang, contrairement au VIH. Pour moi, c'est ça aussi. Il y a du coup les rapports sexuels, mais après il y a aussi les blessures, les choses comme ça, parce que on ne se contamine pas avec l'hépatite B seulement par le rapport sexuel, il me semble. Dès qu'il y a du sang. Forcément, dans le sens où les étudiants en santé font aussi un vaccin contre l'hépatite B. On fait rarement de rapports sexuels durant nos cours. Du coup, oui, c'est vrai. C'est forcément aussi en dehors du cadre forcément sexuel. Donc, dans le cadre des études, on va être amené à travailler avec du sang contaminé. Voilà. Ou à travailler avec des gens qui pourraient. Sang, tout simplement. Avec du sang, ouais. Donc le risque sang. Il faut du sang ou il est aussi présent dans le sperme et les sécrétions vaginales, mais c'est majoritairement dans le sang où on va le retrouver. Donc le risque est dès qu'il y a contact avec le sang. Donc s'il rencontre le taux de séroconversion justement avec ce virus, ce VHB, virus de l'hépatite B, est très fort. Si on fait un rapide comparatif d'une exposition au sang avec le VIH, on était une moyenne d'1% de risque de contamination. On est à 40-50%. Ah oui, d'accord. De rencontres, s'il rencontre avec... Autre ordre, là. Ouais, donc ça veut dire que le risque est... Donc là, j'aimerais juste résumer, c'est-à-dire qu'admettons, je fais un plaie contre plaie, donc je m'ouvre tout le bras et je colle mon bras à quelqu'un qui va avoir donc qui sera séropositive avec détection de virus. J'ai une chance sur 100 entre guillemets de... Vis-à-vis du VIH, alors ça dépend toujours s'il est en primo-infection, ça dépend du stade, s'il est régulé, etc. C'est toujours une quantité qui fera une différence. Donc l'exemple n'est pas forcément le plus simple à définir, mais je dois dire que s'il y a un contact d'une plaie avec du sang, le risque d'être VHB positif, hépatite B positif, sera plus grand, largement plus grand que le risque d'avoir le VIH. C'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Donc c'est majoritairement en effet par voie sexuelle, mais il ne faut pas oublier tout ce qui peut se passer au sein des familles, à partir du moment où une personne est VHB positive, ou tout simplement vos sorties, vos week-ends à la plage ou à la montagne sont souvent à risque. D'après vous, pour quelles raisons? Alors moi, si une personne est positive au VHB dedans, d'où peut provenir le risque? J'imagine en cas de coupure ou de blessure, quelque chose comme ça. Ok. J'aurais dit pareil parce que je vois pas trop le lien entre la plage et la montagne, sinon C'est super. C'est surtout, très bon. On se retrouve dans un même endroit tous ensemble et voilà. on va vivre un week-end, une semaine ensemble. Qu'est-ce qui peut se passer dans ces week-ends si jamais une personne oublie sa brosse à dents? On se brosse les dents avec la brosse à dents d'un autre. Exactement. Quel est le risque finalement d'utiliser le matériel qui peut être aussi un rasoir, qui peut être une brosse à dents ou autre chose? Alors tout simplement j'imagine des micro-fissures, des toutes petites plaies, et justement de transmettre à travers ces petites plaies le virus. Pour quelle raison? Parce que ça se transmet par le sang. Exactement. C'est fou, c'est terrible là, ce que vous donnez comme information. Là il a mal. Oui. Si on a toujours associé l'hépatite B sexuelle aussi aux consommateurs de drogues injectables, donc sang, ça veut dire que s'il y a du sang, il y a un risque. Et on a tendance un petit peu à oublier, mais quand on se lave les dents, on peut avoir au niveau de la gencive des micro-coupures qui font qu'on va cracher un peu de sang. Donc c'est une porte d'entrée, mais on pose aussi finalement un petit peu de sang sur sa brosse à dents. Donc si on la refile à quelqu'un d'autre en soirée pour se préparer pour aller au banquet ou autre, il y a toujours ces petits risques, mais aussi du rasoir. Donc le rasoir est individuel, la brosse à dents est individuelle. Sinon il y a un risque et on ne connaît pas forcément son statut. Alors bien sûr, beaucoup de personnes sont vaccinées aujourd'hui, mais c'est pas toujours le cas. Toi, ça t'est arrivé, Nathan, de partager ta brosse à dents? Jamais. Dieu merci. Et ça va servir d'argumentaire parce que je suis quelqu'un qu'on appelle néreux. Je crois en Lorraine ils disent ça. J'aime pas boire après les autres et j'aime pas manger après les autres. Donc partager la brosse à dents, c'est non. Non. Alors moi, en l'occurrence, je ferai très attention pour pas partager ma brosse à dents, parce que je pense que ça m'est déjà arrivé une fois, ou quelque chose comme ça, mais non, je ferai attention.
T'as de la chance, t'es vacciné. Oui, voilà. Oui, par contre, je suis vacciné, forcément. Quand on est en santé, on est vacciné, c'est obligatoire. C'est partie du cursus. Voilà. Maintenant, c'est différent. Les enfants sont vaccinés. Nous sommes depuis 2018. Ouais, les nourrissons sont vaccinés. C'est un vaccin obligatoire, donc. Ouais, c'est devenu un vaccin obligatoire. Les 11 obligatoires des petits nourrissons depuis le 1er janvier. Ça nous permet d'embrayer. Effectivement, il y a un vaccin contre cette Oui, donc, hépatite. contrairement au VIH, il y a un vaccin pour l'hépatite. Donc on peut prévoir ça, faire la prévention en se vaccinant. Tout à fait. J'avais entendu aussi que les militaires étaient vaccinés parce qu'ils pouvaient être amenés à être en contact avec du sang. Donc oui, c'est ça. Puis j'ai envie de dire même dans tout ce qui est sport de combat aussi, par exemple, ça pourrait pas être stupide d'être vacciné contre l'hépatite B. Alors du coup, pour tout ce qui est type de pathogène, alors je te repose la question comme pour le VIH, est-ce que pour toi c'est une bactérie, un champignon? Alors un peu plus compliqué, c'est pas dans le nom directement, mais on le dit souvent quand même. Ah bon? Alors moi j'aurais dit que c'était un virus. Oui voilà, si, Ah, okay, c'est un virus, mais oui, disons que c'est pas VIH aussi bien. Oui d'accord. Voilà, oui, bien sûr. Dans ce sens-là. Bien sûr. Oui, Mais c'est un voilà, virus. c'est ça. Et pour tout ce qui est symptômes, est-ce que tu as idée un petit Alors peu? symptômes, non, franchement j'en ai aucune idée. Alors je ne sais pas. il y a peut-être un petit indice déjà dans le nom. J'imagine, c'est lié au sang, j'imagine. Il y a ça. Après, hépatite. Très grossièrement, j'ai cette idée de maladie du sang, en fait. Oui. Alors, l'hépatite, c'est tout ce qui est lié au foie en fait. Hépatos. Ah, d'accord. Donc je pense Nos que amis ça- latins qui parlent. Ah mais oui. Voilà. Vos amis latinistes qui nous écoutent. J'ai confondu avec hémato, en fait. J'ai confondu les deux termes. Hémato, donc c'est le sang, et hépato, c'est le foie. Alors, pour tout ce qui est symptômes, sinon, peut-être que quelqu'un a quelque chose à rajouter. Peut-être C'est Monsieur Boutan, surtout. c'est majoritairement asymptomatique. D'accord. Encore une fois, donc on a encore des beaux exemples de pathologies asymptomatiques. Et les personnes qui vont faire de la symptomatologie, ce sera classiquement, puisqu'on touche le foie, comme tu le disais, des ictères, communément appelés Jaunisse. la jaunisse. Ah, On d'accord. devient jaune, les yeux Oui, bien deviennent sûr, jaunes. Un petit peu jaune, les yeux, etc. Et on peut avoir aussi une décoloration des selles qui sera donc assez visible. Anorexie, des douleurs abdominales, des choses assez classiques, mais c'est encore une fois assez rare, donc c'est majoritairement asymptomatique. D'accord. Par contre, une fois qu'on l'a, on appelle ça une hépatite aiguë, donc elle dure pendant un certain temps. Et en fonction de la persistance, c'est un virus à ADN, la persistance de l'ADN viral, on va définir le passage ou pas à la chronicité. C'est-à-dire si on dépasse supérieur à 6 mois, on passera en chronicité. Donc la plupart des gens adultes qui sont contaminés ne passeront pas, donc ils s'arrêteront à une contamination avec l'infection aiguë, et tant mieux, ça sera résolutif. Pour autant, on ne parle pas vraiment de guérison, puisqu'il y a toujours la persistance de cet ADN dans certaines cellules, qui peuvent se réactiver en fonction du niveau d'immunodépression de la personne, donc au cours de sa vie. Par contre, si on passe en chronicité, quel est le risque? J'aurais tendance à dire le cancer du foie. Avec les cellules s'abîment, l'ADN s'intègre peut-être à des zones où il ne faut pas qu'il s'intègre, et on arrive à une cancérisation de certaines cellules hépatiques, donc des cellules du foie. Donc cirrhose, fibrose, qui va permettre en effet une altération complète des fonctions du foie qui peuvent mener à la fin au cancer du foie. Je vous invite à regarder sur internet des images de foie cirrhotique et des images de foie sain. Ah, c'est très parlant. Ça parle. Alors pourquoi finalement on a décidé de vacciner le plus tôt possible, d'après vous? Alors, Vous faites écho à la nouvelle législation de 2018. Pourquoi il était intéressant, et je pense que c'était une très très bonne décision, de vacciner les enfants le plus tôt possible, c'est-à-dire dès le 2e mois de souvenir de vie. alors, je pense un truc, je suis pas sûr que ce soit cette raison, mais j'ai des enfants dans mon entourage. Je me rends compte que quand ils sont jeunes, ils ont tendance à se blesser de partout, à avoir beaucoup de blessures, de griffures, de bleus, etc. Enfin, de plaies ouvertes de temps en temps. Pas très grave, hein, bien sûr. Mais voilà, donc j'imagine qu'il doit y avoir un plus gros risque de transmission, parce que peut-être que c'est pour cette raison, je sais pas. Alors il y a aussi la salive, même si c'est en D'accord, moindre oui. mesure, et on peut en retrouver un peu dans la salive, donc il y a ce risque, parce que les enfants, Oui, en bah, gros, beaucoup. ils en mettent partout. Ouais. C'est surtout dû au passage à la chronicité. Je rappelle que la plupart des adultes vont avoir une infection qui sera résolutive, donc dans 80-90% des cas, ce sera résolutif, donc il n'y aura pas de passage à cette chronicité. À l'inverse, plus on est jeune, plus le risque de chronicité sera élevé.
Juste peut-être définir le terme de chronicité pour certaines personnes qui nous écoutent. La chronicité, ça veut dire que vous aurez en gros ce virus à l'intérieur de vous pendant toute votre vie, qui aura certainement une difficulté d'être en phase résolutive, donc d'élimination complète par le système immunitaire. Et donc on sait, comme tu l'as défini avant, qu'une personne avec cette maladie chronique va de manière irrémédiable développer au fur et à mesure de sa vie une cirrhose, puis un cancer potentiel. Donc là, il y a des pourcentages qui font ce développement. Et donc, c'est ça la grande information. Il faut protéger les enfants le plus tôt possible par cette vaccination qui empêche tout simplement de rencontrer le virus. Parce que si jamais ils le rencontrent, le risque de chronicité et donc de futurs cancers sont majorés. D'accord, ça marche. Pour moi, c'est très clair. Pareil. D'autres questions, Non, comme ça, j'avais pas de questions. Éventuellement, sur quelqu'un qui va développer une forme chronique, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme traitement ? Alors, il y a des traitements. Je ne veux pas rentrer dans les détails des molécules, mais il y a des traitements. Pour autant, c'est une maladie qui reste compliquée et invalidante. Donc toujours pareil, finalement, prévention au maximum. Donc préservatif pour les rapports sexuels, éviter les contacts play avec les gens de son entourage qui ne seraient pas dépistés. Et surtout le vaccin au final qu'il faut et le vaccin. faire et qui sont maintenant obligatoires parce que c'est comme ça qu'on se protège aussi. Pour les générations prochaines, effectivement. Très bien, c'était donc le podcast d'Apothicaire sur l'hépatite B. Donc c'était notre 3e podcast. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à écouter les suivants et les précédents si vous ne les avez pas écoutés. Donc pour rappel, nous sommes avec Emmanuel Boutan qui est donc maître de conférence à la faculté de pharmacie de Strasbourg. Simon qui est notre étudiant non en santé, qui ne fait pas d'études en santé, qui est là pour représenter un peu la majorité des gens qui vont nous écouter probablement. Et puis ensuite il y a donc Pierre et moi, Nathan, qui sommes étudiants en pharmacie en 4e année et qui vous proposons ce podcast. Merci à tous.